celui qui crée la valeur, c'est celui qui la capte à la fin. Et en fait, en ce moment, tu te rends compte que c'est beaucoup les éditeurs de logiciels qui embarquent eux-mêmes leurs solutions d'IA là-dessus. Si ta stratégie commerciale, c'est d'attendre, et en fait, tu vas te faire balayer dans 2-3 ans. T'as beaucoup de princesses qui cherchent à se marier. Nous, on voit des dingueries. Il y a beaucoup qui nous disent non, on veut pas vendre, nous, on est indépendants. Et en fait, pour beaucoup, c'est de la posture. C'est pas un projet. Franchement, les amis, creusez un peu votre projet. Archipel aujourd'hui, 10 cabinets, 60 millions de chiffre d'affaires, donc une moyenne à peu près à 6 millions par cabinet. Nos 2 plus gros cabinets, ils font 10 millions chacun. Comme je te disais, Mathieu, je suis vraiment très heureux de te recevoir à nouveau. On regardait avant que tu arrives le tableau des invités. Tu fais partie de ces invités qui viennent du coup. On va avoir le double photo. Je suis très heureux de te recevoir parce que l'épisode qu'on a fait ensemble il y a un an, entre-temps, je trouve qu'il s'est passé une tonne de choses. Donc on va recontextualiser. Tu vas nous dire en 2 mots ce qui s'est passé pour Archipel, etc. Mais tu vois, je trouve que l'épisode qu'on a fait il y a un an et dont je remettrai évidemment le lien en description a permis d'ouvrir en tout cas les chakras et de bien comprendre. Tu avais eu la transparence d'ouvrir le modèle d'Archipel, donc le début de la financiarisation. Et entre-temps, d'un point de vue extérieur, j'ai reçu évidemment Numéris, Kerogo, il y a eu d'autres opérations entre-temps, donc je pense qu'on a bien éduqué, en tout cas j'espère qu'on a partagé au maximum d'infos sur ce mouvement de marché qui est extrêmement structurant, en tout cas, d'un point de vue extérieur. Et je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui à nouveau pour qu'est-ce qui s'est passé en un an, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, qu'est-ce que tu as vu sur le marché. Il y a eu beaucoup de bruit qui court, tu vois, en termes de valo. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai écrit aux membres de l'Accounting Business Club, j'aurais dit, je reçois Mathieu pour le 2e épisode. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Et tu vois, j'ai vu d'un coup la liste de questions arriver, et juste avant de t'asseoir, je t'ai dit, voilà, Mathieu, il y a les questions. Est-ce qu'il y a des sujets? Tu m'as dit, non, vas-y, on peut parler de tout. Bienvenue Mathieu à nouveau dans le podcast de l'Accounting Business Club. Merci Alexis, ravi d'être là pour le second tour. Round 2, on réouvre le capot, on va réouvrir donc le capot de la financiarisation et d'Archipel. Qu'est-ce qui s'est passé avant, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en un an? Pas mal de choses. Je pense que la dernière fois où on a discuté, j'ai pas réécouté le podcast, mais je pense qu'on avait à peu près 2-3 cabinets. 3 cabinets peut-être à peu près closés à ce moment-là et des promesses. Ouais. Donc en fait, Archipel, à l'époque, c'était plutôt une thèse. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est un vrai groupe et donc on a prouvé que la thèse était plus qu'une thèse et que c'était un modèle en pleine exécution. Ouais. On a réussi à convaincre pas mal de cabinets. Et donc là, on est plutôt sur la promesse de valeur. Est-ce qu'on arrive à tenir nos promesses? Aujourd'hui, Archipel, c'est 10 cabinets. Donc officiellement, je peux te le dévoiler, il y a un 10e qui est arrivé dans le lot parce qu'on a communiqué jusqu'à 9 cabinets. Okay. Donc Archipel aujourd'hui, 10 cabinets, 60 millions de chiffre d'affaires, donc une moyenne à peu près à 6 millions par cabinet. Nos 2 plus gros cabinets, ils font 10 millions chacun. Notre plus petit fait à peu près assez proche des 3 millions. Voilà. Et donc c'est plein d'associés, c'est 45 associés aujourd'hui. Qui ont rejoint l'aventure et qui sont des personnes vraiment super. On a fait un Partners Day la semaine dernière qui s'est hyper bien passé. Et donc, c'est bien de voir que le collectif prend forme et que tu arrives à créer vraiment de la valeur tous ensemble. On va y venir sur la création de la valeur tous ensemble parce que c'est un des sujets, mais tu vois, je trouve ça 2 secondes, tu vois, si je prends du recul, je redessine un peu le paysage économique. Tu me dis, il y a un an, en effet, c'était une thèse et c'était une thèse très bien expliquée parce que je me souviens, ça m'avait marqué, tu vois, cette histoire où tu arrivais en 3 points à chaque fois, c'était bien construit et tout. Après, je m'en resserre depuis. Mais d'une thèse à 60 millions de chiffre d'affaires, quoi. Donc, ça veut dire que d'un coup, je parle en termes de construction de marché, tu arrives et tu viens. Après, ça va soulever la question, est-ce que tu arrives à uniformiser les offres? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, une des questions, c'est est-ce que tu arrives à déployer de l'advisory de par le central vers les autres cabinets? Donc, on y va après. Mais en tout cas, je trouve ça assez impressionnant. Et donc, 10 cabinets, c'est-à-dire que tu as fait 10 opérations, grosso modo, en un an, quoi. C'est quoi exactement, on a fait la première opération qui était le cabinet Ray le 28 mars 2025. Et donc là... on peut dire quel jour on est? Ouais, bien sûr, on peut tout dire. On est un jour de canicule. Exactement, déjà. On est un jour de canicule. On fait l'épisode sans clim. Ouais, important de le préciser. C'est peut-être un épisode de Man vs Wild, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que j'invite tous les auditeurs à venir sur YouTube parce que désormais c'est filmé, donc vous allez pouvoir voir au fur et à mesure à quel point on peut se liquéfier. Mais ouais, et du coup, on est quoi? On est le 23 juin. 23 juin, et donc on a un peu plus d'un an, quasiment une opération par mois. À peu près, et donc d'ici la fin de l'année, on pense que fin d'année on sera entre 80 et 100 millions de chiffre d'affaires,
quelque chose comme ça. Tiens, ça soulève du coup une des questions. C'est une des questions, j'adore parce qu'on est rentré direct dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes encore en phase d'acquisition? Juste pour revenir sur les chiffres, tu vois, c'était combien levé? C'est quoi un peu le projet? Ouais, complètement. On a levé, nous, 115 millions à date. Donc, on est un des acteurs les mieux financés du marché. On a levé 50 millions de fonds propres avec un acteur qui s'appelle Alpera Partners, qui regroupe différents investisseurs. Il y a notamment le family office du départ, Otium, mais il y a d'autres investisseurs qui soient français ou d'ailleurs européens. Et un acteur qui s'appelle Euraseo, qui a un fonds beaucoup plus connu, qui gère plusieurs dizaines, centaines de milliards, qui est donc Euraseo, et qui nous a permis de lever de la dette unitranche pour 65 millions. Euraseo va compléter cette poche par potentiellement une deuxième poche une fois qu'on aura utilisé tout cet argent. Donc oui, on est encore en phase d'acquisition et on a encore pas mal de pouvoir de frappe pour déployer. Ouais. J'interromps 10 secondes ton épisode. Si tu transformes ton cabinet, rejoins les 32 experts comptables dans l'Accounting Business Club. On ouvre 50 places, c'est tout. Pour candidater, rendez-vous sur accountingbusinessclub.fr, lien en description. Et tout de suite, retour à ton épisode. Donc tu disais, target 100 millions d'ici 90, 100 millions d'ici fin 26. 80 à 100 millions, je pense que 80, on va les faire actuellement avec les LOI qu'on a déjà sous exclusivité. Et donc, on va voir où le marché nous mène. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence pour nous. Parce que tu te dis, quand tu regardes les chiffres, tu te dis, waouh, 60 millions en un an, c'est beaucoup. Ouais. Et c'est le cas, hein, qu'on soit sur l'expertise comptable, qui est un thème un peu particulier, ou un autre thème financier, on est un des acteurs qui va vite, voire extrêmement vite. Par contre, je pense qu'avec le nombre de dossiers qu'on reçoit, on entend beaucoup le côté cabinet qui disent ouais, je me fais harceler par les banquiers d'affaires, par vous, les plateformes, etc. Nous, c'est le cas aussi. On reçoit, je pense, en ce moment à peu près un dossier tous les 2 jours. Donc je pense que si on avait voulu faire le double de la taille qu'on fait aujourd'hui, on aurait pu le faire. Donc tu as une sélection à l'entrée. Tu sais que pour moi, grosse sélection ça c'est devenu l'une de mes blagues quand je fais des conférences. Je demande toujours, je vais tuer ma blague là, mais qui n'a pas encore reçu une LOI de la part d'un acteur, quoi. Ouais. Ah ouais, non mais c'est sûr. Et c'est fou parce qu'en un an, ça s'est vraiment accéléré. Mais donc toi, du coup, il y a le jeu aussi, et ça colle avec la question, hein, donc des banques d'affaires au milieu qui jouent l'accélération. Ils vous envoient les dossiers au même titre que vous. Exactement. C'est je pense, les banquiers qu'on apprécie, hein, mais c'est aujourd'hui nos plus gros concurrents, clairement. Donc je ne sais pas si c'est ultra positif pour le marché, parce que le marché est vraiment inondé de sollicitations. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça aille vers trop de bulles artificielles créées en fait, n'importe quel cabinet peut se faire racheter, etc. C'était le cas il y a quelques mois. C'est moins le cas aujourd'hui. Ok, c'est important de le rappeler. Ouais. On va creuser dessus. Tu vois, parce que je vois qu'on va très très vite en besogne, mais je veux qu'on revienne. Tu as soulevé le point, tu vois, des fonds. Et je veux savoir aussi, eux, tu vois, avec le recul, un an après, comment ils ont analysé, comment ils voient le marché. Et potentiellement, et ça reviendra après, hein, mais je vais essayer de m'en souvenir, mais tu vois, avec tout ce qui est en train de se passer sur les changements de modèle économique, comment ils voient, tu vois, la suite, quoi. En fait, il y a plusieurs types de fonds. Donc ça, c'est important à comprendre. Nous, on a un ensemble d'investisseurs qui sont donc un mélange de family office et d'investisseurs éduqués en private equity, donc qui ont l'habitude des stratégies de consolidation comme celles qu'on est en train de mener. Et donc l'avantage, c'est que du côté Archipel, on a une énorme latitude pour faire ce qu'on veut. La boîte, elle est dirigée par Maxime, mon associé et moi. On la dirige en même temps que nos 45 associés qui prennent part à la gouvernance, alors pas tous, mais une partie d'entre eux qui prennent part à la gouvernance, qui nous aident sur les différentes données stratégiques, etc., que ce soit les points très opérationnels, etc. Donc ça, c'est pour nous. Par contre, tu as des fonds beaucoup plus interventionnistes, tu as des fonds qui rentrent, ou en tout cas qui sont rentrés, parce que c'était la mode il y a un an. Je vais prendre un fonds et je vais faire rentrer un fonds à mon capital. En direct, ouais. Un fonds, il ne rentre pas dans un petit cabinet. Il lui faut une taille certaine, il faut que ce cabinet-là soit déjà une taille qui est susceptible d'être considérée comme une plateforme, et une plateforme qui est là pour faire d'autres acquisitions. Et donc, ces acteurs-là qui sont rentrés en minoritaire, il y a différents types d'interventions, il y a différents types de fonds aussi, différents types de fonds, sympas ou pas, cow-boy ou pas, voilà. Okay. Et donc voilà. Mais en tout cas, nous, on est très contents des partenaires qu'on a choisis. Ils analysent le marché comme
quelque chose ils sont contents d'être rentrés avec nous sur ces types de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, et si les fonds sont là, c'est pas que les fonds ont décidé de s'attaquer à un thème qui n'était pas attaqué. En fait, c'est qu'il y a plusieurs mutations de marché. Je vais pas revenir dessus. Ça donnera une bonne perche pour réécouter le premier épisode, et d'ailleurs les épisodes de tous ceux que t'as enregistrés, qui sont très bien, avec les différents invités qui en parlent tous très bien. Il y a une profession qui est en train de se réinventer, et donc les fonds, ils sont là pour ça. Par contre, en effet, il y a eu, il y a quelques mois, un peu de peur de la part de certains fonds sur l'IA, ce qui a entraîné une petite baisse des valorisations. Sur les CAB. Sur les CAB, et surtout sur les plus gros CAB. Okay. Voilà, quelques process qui ont planté, en tout cas pour l'instant, quelques gros process en France. Donc en effet, il y a un petit sujet IA qui est en fait la dynamique d'il y a quelques mois, c'était un peu l'IA, ça va être génial, ça va créer beaucoup de valeur, on va faire le même travail avec beaucoup moins de collaborateurs, c'est super. Donc ça, c'est la vision associée, plutôt positive pour l'associé qui est dans une démarche de vente. La réalité, c'est que personne ne sait, l'IA va trop vite, enfin honnêtement, personne ne sait ce qui va se passer dans 2 ans, tu sais pas de quel côté tu vas être. Nous, notre stratégie là-dessus, c'est de trouver qu'il faut générer des gains de productivité, parce que c'est important. Il faut que le cabinet arrive à conserver ses gains de productivité, et une fois que tu les génères, tu vas pouvoir être en mesure de savoir si tu les rends au client. Ouais. Tu vois, le client qui va vouloir au bout d'un moment te dire ok, t'es gentil, mais là la presta que tu me fais pour 2000, ton petit camarade à côté il me l'a fait pour 1005, ou alors j'ai accès avec 2000 à un panel de services bien plus important. Donc voilà, donc un pricing power qui va peut-être être sujet à des discussions, ou alors un enjeu de se développer vers d'autres services et d'automatiser un peu plus de process. Et justement, là, tu vois, sur le sujet de l'IA, comment vous l'appréhendez, tu vois, ça se passe comment? C'est quoi déjà la maturité des câbles que tu as chez toi, ouais, avant qu'ils t'intègrent? Et est-ce que tu mets en place quelque chose à ce sujet-là? Parce que tu parlais de productivité. Une grosse partie de la productivité, à mon sens, aujourd'hui sur l'IA, de ce qu'on voit, elle est aussi liée aux outils. Bien sûr. C'est l'outil, tu vois, on va pas les citer là, sinon on va tous les citer, mais c'est eux qui doivent intégrer la révision, ouais, le matching des écritures et la révision déjà en interne. Comment ça se passe chez vous? Alors, on a commencé par la base qui était un sondage sur tous nos cabinets, et on le fait sur le run, sur tous les cabinets qui rentrent, pour savoir entre les associés et les collaborateurs quel est le degré d'utilisation de l'IA, quel type d'IA ils utilisent, et comment ils l'utilisent. Ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage qu'on a eu, c'était un truc comme 69-70% des gens utilisaient l'IA, donc quand même une grande majorité. Tu te rendais compte que c'était pour le coup assez équivalent, que ce soit associé ou collaborateur, il n'y avait pas de différence majeure. Par contre, dans la plupart du temps, les associés avaient des plans payants qui se payaient généralement eux-mêmes sur leur holding, ou peut-être ça passait par le CAB, etc. Et les collaborateurs, pour beaucoup, soit avaient des plans gratuits, ou soit il y en a quelques-uns qui l'avaient à titre perso payé, donc qui utilisaient ça. Donc en fait, tu avais une utilisation de l'IA qui n'était pas du tout cadrée. En fait, c'est des comportements assez violents. Hein. Ouais. On est dans une profession qui est censée être très confidentielle, sécurisée, avec de l'éthique, etc. Et là, tu te rends compte qu'il y a pas mal de cabinets qui peuvent balancer des fakes en veux-tu, en voilà. Et ça existe dans tous les cabinets. Tous. Hein. Enfin, voilà. Ouais. Faut être clair là-dessus. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est ce sondage, savoir quel était le degré d'utilisation et surtout la volonté des cabinets de se digitaliser là-dessus. On a fait des formations pour tout le monde en cours, là, chaque vendredi de 11h à 12h30, il y a des formations IA au sein d'Archipel, accessibles par différents degrés de cabinet. Okay. On fait des formations spécifiques pour les associés, pour les collaborateurs seniors, pour les collaborateurs juniors, avec des cas d'usage qui correspondent au type de problématiques qu'ils traitent. Et après, on fait des thématiques sectorielles, etc. aussi. Et surtout, on a fait un plan d'utilisation de l'IA, une sorte de charte de l'IA. Charte, j'aime pas trop ce mot parce que c'est généralement des trucs un peu vieillots où tu peux te dire que c'est un peu à l'ancienne. Tu le fais, mais tu l'accroches au mur et voilà, puis au final personne ne la connaît. Et personne ne la lit. Mais en fait, c'était important pour nous de montrer aux collabs l'étendue de ce qu'ils pouvaient faire et de donner aussi quelques règles de bonnes pratiques
sur qu'est-ce que tu as le droit de partager ou pas, et surtout quel type de plan il faut que tu aies pour que tu puisses partager des infos vraiment confidentielles. Ok. Donc tu les éduques et t'as pas pris la décision encore, par exemple, on prend Claude Team pour tous les cabinets, comme ça au moins on est sécure sur. On est en train de le faire par cabinet. Okay. On a 4 cabinets pilotes actuellement sur lesquels on a déployé Claude pour eux et pour tous les collaborateurs. En fait, on veut tester plusieurs choses. En fait, l'IA, ça va je vais enfoncer des portes ouvertes. Vas-y. Mais ça te coûte quand même un peu d'argent. Ouais. Et ça va te coûter, à notre sens, encore plus dans les années à venir. Une fois que tu vas être embarqué. Ouais, une fois qu'on arrêtera l'open bar et qu'on va comprendre ce que c'est de passer par l'API, on va déchanter un peu. Et exactement. Donc en fait, pour nous, l'intérêt là-dessus, c'est de, vérifier que tu génères des gains de productivité. Donc mettre en place des KPI pour vérifier que ce gain-là existe. Et deuxièmement, une fois que tu as généré ces gains, vérifier si le cabinet réussit à les matérialiser. Et en fait, la plupart du temps, les cabinets n'arrivent pas déjà tout simplement à se dire « Ok, j'utilise de l'IA, mais je ne sais pas mesurer s'il y a des gains ou pas. » Il y a beaucoup de cabinets d'ailleurs à qui je discute qui me disent « On fait des gains, mais c'est surtout capté par le salarié. » Parce qu'en fait, ils bossent de manière plus rapide, c'est mieux, etc. C'est beaucoup du traitement de texte ou des emails et compagnie. Donc ça, c'est très bien. Mais pour le coup, si tu payes des logiciels et que derrière, c'est le salarié qui capte toute la valeur, bah, tu peux te poser un principe de la pérennité de ce que tu es en train de déployer comme offre. Alors c'est très bien, ça peut participer à une forme de vision que tu as d'améliorer le confort de vie de tes salariés, c'est très bien, sauf que sur le moyen long terme, bah, ça a quand même des impacts assez significatifs sur la profitabilité du cabinet et donc la vision à long terme. Donc l'idée, c'est de le faire un peu par batch, d'éviter que ça soit la foire d'empoigne. Aujourd'hui, on a à peu près 450 salariés. Tu mets 450 fois 18 fois 12 de licences avec en plus de ça des dépassements, ça fait quand même un certain coût. Donc l'idée, c'est de le faire petit à petit, de voir quel est le taux d'utilisation, de voir comment on peut optimiser ça et après de le déployer à grande échelle, en effet, dans les cabinets. Okay, avec les bons use cases. On pense vraiment que c'est un des sujets où, en fait, les cabinets vont devoir passer par là, quoi qu'il se passe. Bien sûr. C'est inéluctable. Ouais. Mais tu vois, alors là pour le coup, on a créé un. Juste le partage parce qu'en fait, je trouve que c'est intéressant. En retour, on a créé un programme de déploiement chez Booster Digital, de déploiement de l'IA au sein des cabinets. J'ai vu, tu as communiqué il y a 2 semaines là-dessus. Ouais, exactement. Ouais. Avec ton frère. Exactement, avec mon frère. Ouais. Et là, du coup, on recrute. Alors, j'espère que d'ici à ce que ce soit diffusé, on aura trouvé la perle rare qui nous rejoindra, tu vois, en consultant déploiement IA. Parce que. D'une certaine manière, je comprends la logique de rentabilité, d'aller chercher, tu vois, les indicateurs. Et je pense qu'il y a un truc qui est sous-exploité en matière d'IA dans les cabinets, c'est la valeur que ça crée. Tu vois, au-delà, c'est-à-dire comment tu viens justement renforcer ta relation client grâce à ça, qui n'est pas tout de suite, tu vois, perceptible, parce qu'en fait, si tu vas me dire, je vais te faire gagner 2 heures mettons, je te fasse gagner 2 heures, 3 heures par semaine par la rédaction des mails, tout ça, tu vas me dire, oui, mais ça, c'est fluffy, ça s'enlève, ça s'envole, tu vois, alors qu'en réalité, si en direct, tu arrives à venir augmenter ta relation client, être plus souvent présent et potentiellement développer de nouvelles missions, ou alors par des agents ou par des compagnons, tu vois, venir faire des reports plus visuels en HTML, etc. En fait, il y a une valeur qui se crée qui doit être vérifiable, tu vois, et qu'on arrive à suivre dans le temps, mais je voulais juste le partager pour sortir un peu cette vision, tu sais, du pure productivité. Encore une fois, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que la productivité, elle sera dans les outils, la vraie productivité sera dans les outils. Par contre, la valeur, j'essaie de partager, tu vois, ce truc où il faut avoir la vision valeur apportée en plus, quoi. Ça c'est clé, en fait. Là-dessus, nous, on pense que c'est mon associé Maxime qui aime beaucoup cette phrase et qui est très vraie, c'est celui qui crée la valeur, c'est celui qui la capte à la fin. Et en fait, en ce moment, tu te rends compte que c'est beaucoup les éditeurs de logiciels qui embarquent eux-mêmes leurs solutions d'IA là-dessus. Donc en fait, il ne faut pas être un génie pour te dire que la valeur qui est créée par ces aspects-là, elle va être captée d'une manière ou d'une autre par les éditeurs à un moment. Il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Et là-dessus, les gens qui se mettent la main devant les yeux ou qui disent tant pis, si les prix augmentent, je vais changer d'outil, ça passera pas. C'est inéluctable. C'est un mouvement qui est lancé et qu'on n'arrivera pas à arrêter. La vraie question là-dessus, c'est arriver à trouver la valeur des cabinets qui ne pourra pas être retirée au cabinet. Donc c'est comment tu arrives
pour le client final, à créer cet élément, à rester le médecin de famille, ce que tu disais tout à l'heure, rester ou redevenir le médecin de famille, pour faire en sorte que tu sois l'interlocuteur clé et que ta valeur, elle soit là. Ouais. Elle soit augmentée par les outils, mais elle ne soit pas captée par les outils. Ouais. Ça, c'est une analyse justement que vous mettez en place. Tu vois, quand tu regardes un dossier, je reviens du coup cette fois un peu dans la croissance, mais quand tu regardes un dossier, comment tu vois un bon dossier, un dossier que tu veux pas voir? Est-ce que tu vois les gains que tu vas pouvoir faire justement dans la relation client? Comment tu analyses un peu? Alors, tu parles de dossier client ou tu parles de dossier de cabinet? Dossier de cabinet, et j'imagine que tu regardes un peu le portefeuille ou tu regardes la structuration. Alors, en effet, nous, la typologie des cabinets, elle est spécifique chez Archipel. Donc, déjà, on a une moyenne d'âge sur les associés réinvestisseurs de 45 ans. Okay. Donc, c'est plutôt Là, c'est les associés qui étaient déjà en poste en tant qu'associés au moment où ils font l'opération. Okay. Parce qu'on a également intégré des jeunes, on en parlera peut-être après, mais on a intégré 12 nouveaux associés au sein de ces cabinets-là en plus. Qui étaient cadres dans le cabinet. Exactement, et que, du coup, qui étaient collaborateurs comptables seniors et qui ont intégré du coup le partnership. Voilà. Et ça, ils ne sont pas inclus, parce que ça baisserait encore la moyenne, mais ils ne sont pas inclus dans ces 45 ans. Donc en fait, la typologie des cabinets, c'est des cabinets qui sont des cabinets généralement assez entrepreneuriaux. C'est des cabinets qui veulent être dans une logique de développement, qui veulent continuer à développer leur marque, qui veulent continuer à garder les commandes de leur cabinet. Et ce n'est pas des cabinets clairement boîte à chaussures. Tu vois, le cabinet qui n'est pas digitalisé et qui a déjà loupé la dernière vague, c'est pas un cabinet pour nous. Alors ça peut être un cabinet potentiellement pour nos cabinets s'ils veulent eux-mêmes se frotter à l'aspect digitalisation et avoir la création de valeur sur ce cabinet-là. Mais voilà. Donc nous, c'est plutôt des structures qui sont digitalisées. Après, là-dessus, il ne faut pas se mentir non plus. Les cabinets sont généralement assez mauvais en communication, assez mauvais sur la marque, assez mauvais commercialement. Et d'autant plus pour la taille de cabinet qu'on vise. Enfin, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais nous, on a une moyenne de cabinet qui a à peu près 6 millions. À 6 millions, tu n'as pas encore de support qui est actif. Et en fait, matériellement, tu n'as pas le temps à dédier à développer en fait, tout ce qui n'est pas la relation directe avec ton client. Donc en fait, c'est pour ça qu'Archipel est un projet, Archipel ou d'autres d'ailleurs, Archipel est un projet intéressant. C'est qu'en fait, on est là pour faire gagner du temps à tout le monde, pour que en fait, tous les à côté qui te permettent de délivrer une meilleure promesse de service client au client final soient respectés. La communication, la marque, qui sont des éléments importants pour attirer le client, pour le fidéliser, pour faire en sorte qu'il soit fier aussi d'être représenté par le cabinet. Aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Qu'il sache aussi que tu traites ce type de problématique. Ça peut paraître tout bête, mais... il faut le faire savoir. Voilà. Mais parce que tu le regardes, tous les cabinets gardent leur marque. Exactement. Et alors après, n'hésite pas à me couper, parce que je remarque que j'ai tendance à faire avec nos camarades experts comptables, à foutre des tunnels, parce que je suis passionné par ce qu'on raconte. Vas-y, si tu me mets un tunnel, je t'arrêterai. Ouais, voilà, exactement, t'hésites pas. Mais du coup, je sais même plus ce que je voulais te dire. Tu vois. Non, on était justement. Alors là, tu m'as amené sur la marque parce que dans le multiservice. À la base, je te demandais comment t'analyses, tu vois les dossiers, qu'est-ce qui fait un bon dossier ou pas un bon dossier. En fait, nous, merci. Le but pour moi, en fait, il y a un peu plus d'1 an avec Maxime, on n'était pas dans le secteur. Le premier but pour moi, c'était de l'être. Donc tu vois, qu'Archipel soit un nom qui soit connu, qu'Archipel soit un nom qui compte dans la profession, qu'Archipel soit invité à parler de son opinion, etc. Et ça, je pense que ça a été une mission remplie. Ouais. Voilà. C'est important. En fait, moi, j'aime beaucoup le triptyque faire et faire savoir. T'as réussi à me replacer un triptyque. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai ça. Genre, pas méthodologique. Ouais, voilà. Et exactement. Le faire, je pense que tous les experts comptables sont forts là-dessus. Tu vois, c'est généralement des bons techniciens et nous, on parle à des cabinets qui vont bien. Donc, cette partie-là, elle est bien gérée. Le faire, c'est déjà un peu plus compliqué. Management, t'apprends à déléguer, t'es là plutôt sur la gestion d'une vraie équipe, etc. Et par contre, le faire savoir, ça, je peux te dire que la plupart des cabinets, je ne vais pas te balancer un mauvais pourcentage sorti du chapeau, mais tu as compris l'idée. Mais le faire savoir, les cabinets sont pas bons là-dessus. Ouais. Et pas bons là-dessus à raison. Profession libérale. Moi, pour rappel, je suis ancien avocat, donc je connais ça également par cœur. Tu as des notions de confidentialité qui expliquaient à l'époque que tu n'avais pas envie de communiquer sur tes clients. Tu as des notions d'éthique parfois. Tu avais une interdiction de la publicité
qui n'est plus actuel maintenant, mais et puis je vais te dire, t'avais pas besoin. Exactement, honnêtement, c'est à la base de la base. En plus du fait qu'on ne te l'apprenne pas, exactement. Il n'y avait pas besoin. Mais les choses ont radicalement changé. Mais c'est ça le danger, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui me dit actuellement mais qu'est-ce que vous apportez globalement, j'ai pas besoin. Ouais. Actuellement, tout va bien. Okay. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Et c'est ça qui est un peu triste à voir et un peu flippant à voir, c'est de dire, en fait, si ta technique commerciale et ta stratégie commerciale, c'est d'attendre, c'est encore de rester sur le bon bouche à oreille qu'on connaît tous, mais en fait, tu vas te faire balayer dans 2-3 ans. Mais vraiment, toi, tu le vois justement dans l'analyse de lecture, tu vois, de marché, même quand tu vois passer des dossiers, quand tu les regardes, tu dis ok, potentiellement à 2-3 ans, le switch de marché, en fait, il est sur cette rapidité. Ouais, c'est dur à dire. Honnêtement, je dis 2-3 ans parce que voilà, personne n'a de boule de cristal, mais en fait, dans 2-3 ans, le paysage, il va ressembler à quoi ? Le marché, il va continuer à se consolider. Donc, tu vas avoir des groupes qui vont continuer à grossir de taille. Et magie, la totalité des groupes qui font de la consolidation ont la même vision business qui est, à mon sens, une très bonne vision business, qui est de devenir une entreprise de service. Ça veut dire être en capacité de proposer des missions de conseil financier au sens global et donc d'embarquer, en plus de l'expertise comptable et de l'audit, de l'assurance, de la gestion de patrimoine, etc., etc. Tu parles à toutes les plateformes, tu parles à tous les gros groupes, tout le monde a cette vision-là. Pourquoi tout le monde a cette vision ? Ça correspond à ce que le client émet comme souhait. Tu vois, l'analyse de la plupart des gens, et je pense que, en tout cas, c'est notre analyse, le client tend à vouloir avoir un interlocuteur, et donc ce fameux médecin de famille qui gère ces différentes problématiques. Mais en fait, la vision un peu plus défensive là-dessus, c'est que nos camarades éditeurs, ils vont continuer la tendance à augmenter les prix. L'IA va supprimer certaines missions. Les capacités d'investissement des cabinets vont commencer à devoir être matérialisées, et aujourd'hui, il n'y a aucun cabinet qui n'investit sur le moyen terme et le long terme. Tu regardes dans les comptes des cabinets, tu as à peu près 3% du CA, parfois dans certains cabinets. Quand tu creuses dans ces 3%, c'est en fait l'immobilisation des ordis et les licences d'éditeurs de logiciels. Magie, dans un monde où l'IA va beaucoup avoir de place et où ça va bouger les choses, si tu n'investis pas, et donc si tu n'impactes pas négativement un élément sur ton compte de résultat, ça va complètement. Bon, généralement, il faut qu'il y ait du positif. Ouais. C'est le but. Mais il voilà. met du temps, parce que tu es en phase d'investissement. Exactement. C'est comme de la R&D, quoi, d'une certaine manière. Donc, en fait, nous, notre analyse, elle est, que ce soit dans 2-3 ans, ou dans 4-5 ans, ou même dans un an, un an, je pense qu'on aura encore un peu de temps. Mais voilà. Mais c'est qu'en fait, le petit camarade d'à côté, il va avoir fait le switch de passer dans un groupe un peu plus gros avec plus de moyens. Et donc, en fait, il va être en mesure d'avoir cette fameuse offre de service et de pouvoir proposer d'autres types de services. Ou alors, même si ce n'est pas le cas, il va être en mesure de pouvoir gérer sur son pricing parce qu'il va avoir accès à un pricing group sur ses outils d'éditeur de logiciels. Il va avoir accès à un panel d'offres, etc., sur lequel il va pouvoir savoir quelle est sa marge de négo sur les différents trucs. Donc, il va être en mesure de venir peut-être un peu plus challenger qu'aujourd'hui les prix et l'accompagnement global d'un client. Et en fait, c'est ça, à mon avis, qui est pas visible encore pour tous les cabinets et qui, à mon avis, a un vrai risque pour les cabinets qui restent attentistes. Ok, donc c'est là où tu dis, il faut, en tout cas dans ton analyse, très vite se rapprocher soit d'un groupement, soit d'un... Enfin, dans la lecture, quoi. Il faut être actif. Ouais. Archipel, c'est pas un projet qui est né parce que la profession allait mal. Si la profession allait mal, il n'y aurait pas d'Archipel, il n'y aurait pas de fonds d'ailleurs, et globalement, on est sur une thématique agence de voyage avant l'arrivée des outils digitaux qui te permettent de booker toi-même tes voyages. Archipel est là parce que la profession, elle est en train de se développer et de devenir de plus en plus exigeante. Et en fait, ce seuil d'exigence, il va être matérialisé par justement tout ce qu'on se dit ailleurs. Et ce seuil d'exigence amène à devoir déployer des moyens, et business et financiers, qu'un groupe comme le nôtre peut te permettre d'avoir. Et si tu rejoins pas ça, du coup je traduis, prévois dans ta ligne de PNL un investissement qui va te permettre en fait de répondre à ça, quoi. Voilà, en fait prévois dans ta ligne un investissement qui va te permettre de répondre à ça.
Du coup, il faut avoir la logique de mais attends, du coup, si je suis dans une opération de rapprochement, mais dans 3 à 5 ans, est-ce que finalement, c'est pas une bêtise de pas le faire maintenant ? Voilà. Et après, je pense qu'il y a encore de la place pour des cabinets indépendants, mais dans ce cas-là, il faut, en fait, indépendant, ça veut dire avoir un plan. Parce que sinon, t'es pas indépendant. T'es dépendant de ton éditeur, t'es dépendant de tes clients. Tu vois, la personne qui a pas le choix, elle va avoir les chocottes de baisser son pricing, etc. Elle va justement avoir les chocottes de devoir maintenir son pricing, pardon. Et donc c'est là où tu crées la rupture. Si elle les baisse, pareil. Si elle les baisse, elle va dans le mur. Je suis d'accord avec toi. Alors je sais pas si les cabinets iront dans le mur. C'est juste qu'ils vivront beaucoup moins bien. Il y a un moment où franchement. Tu vois, là, j'ai reçu Romain Passili, Income Visma, ici, et en réalité, de ce qu'on voit un peu sur le marché US et tout, tu vois, lui, il était sur potentiellement, qu'est-ce que tu fais si demain, tu as un acteur agentique qui te dit, la compta, elle est gratuite à 94% parce qu'elle est automatisée. Et, alors... C'était une punchline. Merci Romain d'ailleurs pour cette punchline. Très bon épisode à écouter. Non, je suis peut-être un peu trop optimiste là-dessus, mais en fait, pour moi... Si tu peux automatiser autant de choses et faire perdre en fait au client final la vraie valeur de l'expert comptable, c'est qu'en fait tu étais mal positionné. C'est qu'en fait si ta valeur elle peut être résumée à 30 balles par mois d'un outil automatique, en fait tu as zéro conseil, etc. Et en effet peut-être que tu mérites de te faire remplacer par une IA. Ouais. Par contre, le vrai rôle de l'expert comptable, c'est d'être dans le conseil, c'est d'être dans l'accompagnement, c'est d'anticiper les besoins de ton dirigeant et surtout d'être là pour l'accompagner sur son déploiement et sur l'avenir. Non, sur ça, on est 100% d'accord. Mais ça veut dire quand même qu'il y aura un acteur potentiellement externe qui fera ça. C'est sûr que... Tu vois, comme un Digit aux US, franchement, tu te dis putain, waouh. Juste, je reviens parce que c'était une des questions des membres, tu l'as évoqué un peu en parlant, c'est qu'aujourd'hui, toutes les plateformes / fonds d'invest qui arrivent dans des cabinets, donc des cabinets qui veulent créer des plateformes ou des groupements, ont plus ou moins la même thèse. Comment on offre de la lecture aux auditeurs, tu vois, qui arrivent à se différencier, à se dire ok, mais plutôt Archipel, pourquoi pas Numéris, pourquoi pas Kerogo, pourquoi pas tous les autres, tu vois, comment toi t'arrives à expliquer un peu cette différenciation entre tous? Alors, je pense que c'est une même finalité business, de devenir une entreprise de service. Les chemins empruntés sont fondamentalement différents. Et je pense que par rapport à tous les acteurs que tu cites, on est tous très différents. Alors même si ça saute pas aux yeux comme ça, et donc j'invite ceux qui ne voient pas encore ces différences-là à vous rapprocher de ces différents acteurs pour vous faire vous-même votre opinion. Moi, je vais parler de ce que nous, on propose, parce qu'on y croit fermement. En fait, nous, déjà, le premier élément, c'est qu'on est extrêmement sensible, et ça, c'est quelque chose dont on ne dérogera pas, à l'indépendance des gens qui nous rejoignent. Je ne sais plus d'ailleurs si j'aurais dû réécouter le premier podcast pour savoir si j'en parlais ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que je dis beaucoup parce que c'est le cas. Ma mère était infirmière, profession libérale. On est 3 dans notre famille. J'ai un frère et une sœur qui sont tous les 2 médecins. Moi, je suis ancien avocat. En fait, une fois que tu as le virus de la profession libérale, généralement, il ne te quitte pas trop. Et moi, en tout cas, c'est ça. Et la manière dont j'ai analysé le marché à l'époque, quand on regardait avec Maxime, il y avait une forme d'ambivalence complète entre le projet proposé par des gros acteurs, qui est souvent un projet de centralisation. Une marque, je t'absorbe, même valeur, même vision, voilà, on fond un peu tout et c'est un projet qui globalement peut donner une lecture un peu plus facile pour quelqu'un qui regarde l'entièreté du groupe. En fait, moi, ma vision, qui est peut-être la mauvaise, mais en tout cas celle à laquelle je crois fermement avec Maxime, c'est qu'une profession libérale, c'est une profession indépendante par nature et que pour garder les meilleurs éléments, qui sont les éléments pour nous, entrepreneurs, qui veulent continuer à développer le cabinet, tu dois les laisser avec une indépendance opérationnelle. Et en fait, beaucoup de monde confond l'indépendance avec la présence d'un fonds. Tu vois, généralement, tu te dis,
non, j'ai pas envie de faire rentrer un fonds, moi je suis indépendant. En fait, c'est pas ça, l'indépendance. L'indépendance, alors certes, tu as l'indépendance capitalistique. Oui, en effet, tu fais rentrer un fonds, ou tu fais rentrer un archipel, tu fais rentrer un autre acteur, t'es dépendant capitalistiquement. Tu réinvestis dans un projet, etc. Par contre, chez nous, en tout cas, il y a une complète indépendance opérationnelle. Et ça, c'est très important. On estime que, en fait, avoir beaucoup d'entités gérées par des gens qui gardent la proximité locale, qui gardent le lien très fort avec le client, c'est la clé du marché pour nous. Et ça va te permettre de faire plus de croissance au sein de plusieurs entités avec un socle commun que tu partages en termes de groupe, plutôt qu'un gros machin qui va être en fait beaucoup plus lourd. Et quand tu regardes actuellement les difficultés qu'ont les bigs, qui font plein de trucs super, mais qui font un truc un peu moins super, c'est qu'en fait, t'as pas un seul big aujourd'hui. Alors, à vérifier, mais en tout cas, les quelques infos de tous nos camarades big que j'ai en termes de rentabilité, c'est que c'est des rentabilités en dessous de 2 points de pourcentage d'EBITDA. Okay. Ils sont tout le temps en dessous des 10% d'EBITDA, et tous les dossiers qu'on a vus. Okay. Et en fait, c'est dû à beaucoup de fonctions support, c'est dû à une forme de lourdeur qui a été créée, etc., et dont ils ont du mal à se débarrasser. Donc il y a des gros leviers opérationnels pour eux et qui sont des thématiques très fortes en termes de... Moi, je trouve que c'est un élément de business passionnant de devoir redynamiser un groupe, etc., et de devoir faire avec les gens pour recréer un groupe, mais ils ont des gros enjeux là-dessus. Et donc tout ça pour dire que nous, on cherche à garder cette indépendance opérationnelle maintenant et dans le futur. Okay. Et ça, c'est très important. On n'est nous-mêmes pas experts comptables. Et la position que nous, on veut avoir, c'est d'être là pour créer ensemble une entreprise de service. Mais on pense que pour créer une profession et donc une entreprise de service, il faut être plusieurs compétences autour de la table. Et on est en plein dans les sujets des questions qui piquent, tu vois, enfin questions qui piquent, questions des membres de l'Accounting Business Club, justement. T'aurais pu me les envoyer, hein. T'aurais pu me les envoyer. Non, jamais. Je me serais préparé. Règle d'or, je n'envoie jamais rien en avance, sinon on perd de la spontanéité. Mais tu vois, justement, est-ce que tu arrives à arriver, tu vois, dans cette entreprise de service, à faire circuler de l'advisory, c'est-à-dire sur ton cabinet Ré. Et est-ce que tu as un pôle en fait advisory? Alors, c'est tronqué parce qu'on entend beaucoup conseils et tout, mais est-ce que tu as réussi à mettre en place ce principe de boîte de service d'un cabinet qui aurait par exemple de la GPAT et qui va aller travailler sur le portefeuille de l'autre cabinet, un autre qui est une boîte de courtage en assurance, il va travailler sur le portefeuille. Vous avez réussi à créer ces synergies? Alors, ou pas encore? Pour l'instant, sur 60 millions, la répartition, je vais prendre que l'advisory parce que sinon, voilà, c'est à peu près 8% d'archipel. Okay. Donc, tu es à un petit 5 millions qui sont de l'advisory, donc principalement de l'externalisation des processus comptables pour les grandes entreprises. C'est principalement porté par un de nos cabinets, mais tu en as beaucoup d'autres qui commencent à se développer là-dessus. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'on a réussi d'ores et déjà à créer des vraies synergies commerciales entre les cabinets. On a gagné là récemment des gros appels d'offres. On a gagné notamment un appel d'offres à un tout petit peu moins de 900 000 € avec un de nos cabinets. Et on réussit sur cet appel d'offres-là à faire participer 3 autres des cabinets du groupe. Donc en fait, les cabinets qui nous rejoignent, ils ont accès aussi à un autre type de mission. Ça permet de valoriser les collaborateurs comptables. En fait, tout le monde est gagnant. Parce que le cabinet, à la base, il n'aurait jamais pu prendre cette mission. Tu vois, on a notamment gagné cette grosse mission où il fallait mobiliser... en 2 ou 3 semaines, 25 personnes. Autant te dire, mission impossible pour un cab indépendant, même avec une bonne taille. Et là, par contre, en divisant l'effort au sein de plusieurs cabinets, et on a également un pool de freelance qui a été certifié, qu'on connaît, etc., avec lesquels on travaille, on est en capacité de mobiliser assez vite des gens qui sont hyper compétents pour bosser sur cette mission. Et donc ça, c'est un des vrais intérêts d'Archipel. Tu vois, il y a beaucoup de super choses qui ont été faites par les groupements, par les réseaux, etc. Mais souvent, un des éléments qui revient comme un peu déceptif, c'est le manque d'ascenseur qui revient. De dire, c'est génial, je participe à plein de trucs, mon réseau, il est top. Mais par contre, en effet, j'ai un peu la flemme d'aider mon camarade du Grand Est qui va jamais me renvoyer l'ascenseur. En fait, c'est différent chez Archipel parce que déjà, tu as le réinvestissement dans le groupe en commun. Donc, en fait, tu as intérêt à développer le groupe.
Et en fait, derrière, ça bénéficie à tous les cabinets en eux-mêmes, que ce soit pour prendre la mission, que ce soit pour occuper tes collaborateurs avec des missions intéressantes, que ce soit pour conserver des talents, etc. etc. Ok, donc tu as un pôle, parce que là, du coup, c'est le bureau Archipel qui s'occupe de répondre aux appels d'offres. J'avais jamais vu le truc comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Ça dépend. Alors, non, c'est le but. Ouais. À partir de 2027, là, c'est plutôt nos cabinets qui sont encore en fonte sur ce type d'opportunités. Et d'ailleurs qui sont, à mon sens, les mieux placés pour l'instant encore pour y répondre. Tu vois, c'est les professionnels, c'est eux qui ont la connaissance, etc. Le centraliser à un moment dans Archipel avec les gens des différents cabinets, ça peut être un objet. Mais pour l'instant, en effet, c'est géré par les différents cabinets. Et par contre, nous, on fait le lien entre les différents cabinets. Ouais, ça peut faire sens. C'est vrai que tu vois, quand tu l'expliques comme ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est ton cabinet qui avait l'habitude de répondre aux appels d'offres, sauf qu'aujourd'hui, il se retrouve avec une force de frappe, en tout cas de la force vive beaucoup plus en fait, ça libère les possibilités. Ouais. Avant, ils se mettaient eux-mêmes des propres barrières en disant on n'a pas la bande passante, je vais cramer mes équipes, et même, je peux pas me permettre de gagner un appel d'offres et derrière de pas délivrer. Ma promesse de valeur pour mon client, elle est nulle. Donc voilà. Tu vois, il y avait une des questions, notamment en partie des équipes, qui était de dire est-ce que tu as du turnover un an après le rachat? Tu vois, comment c'est vu et alors, comment ça se passe? C'est une donnée que j'aurais bien aimé avoir, que j'ai demandé d'ailleurs, parce que je m'attendais à avoir cette réponse, cette question. Ah ouais. On a déjà, faut dire qu'on n'a pas non plus un recul énormissime, hein, pour rappel. Archipel, je te chauffe un an après. 28 mars 2025, le premier cabinet. Donc, tu vois, on évite de trop se pavaner sur des hypothèses, etc., qui n'ont pas trop lieu d'être. On a réduit le churn. Okay. J'ai pas envie de te balancer des chiffres qui n'auraient pas trop d'intérêt à ce stade, mais on remarque qu'en effet, les cabinets ont beaucoup moins de sujets pour conserver leurs talents. Pour plusieurs raisons. Je vais essayer de t'en donner 3 du coup. J'espère. Mon fameux triptyque. Je les attends. Première raison, on fait monter des collaborateurs comptables seniors qui nous sont présentés par les associés des cabinets en tant qu'associés Archipel. En fait, on arrive à détruire comme ça le plafond de verre de certains cabinets et donc on offre des vraies possibilités aux collaborateurs. Donc ça, c'est absolument génial. Deuxième élément, il y a des gens qui n'ont pas accès à ça encore, mais qui se disent qu'il y a des opportunités qui peuvent être créées. Okay. Tu vois, on a développé au sein de cabinets, il y a des référents IA. On a essayé d'avoir des points de contact en fait sur les différents pôles, et donc les gens se sentent investis d'une mission un peu supérieure à ce qu'ils traitent au jour le jour. Et le dernier élément, pour t'en trouver un, c'est faut que je trouve un truc intelligent en plus de ça. T'as pas le choix. À dire. Ouais. J'ai pas le choix. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sentent que c'est pas un. En fait, c'est un moment de marché particulier. Okay. Actuellement, en fait, c'est pas visible en France, mais on traverse une vraie crise économique. C'est pas visible parce que généralement, les crises économiques étaient liées aux crises boursières. Et en fait, tu pouvais assez vite savoir si le pays allait mal parce que les deux étaient liés. Et en ce moment, la bourse se porte très bien. C'est porté beaucoup par les valeurs américaines notamment et qui sont principalement tirées par l'IA. Ouais. Magie, quand tu retires toutes les valeurs de l'IA, il n'y a pas beaucoup de croissance. Ouais. Il y a des vrais sujets. Hein. C'est un peu un sujet. Et en fait, lors de la dernière crise économique, tu as eu sur les marchés, pour soutenir notamment la bourse, tu as eu une grosse ouverture de la planche à billets. Et on est encore sur ces effets-là. Tout ça pour dire que c'est du coup... c'est perceptible au sein de quelques cabinets. Il y a quelques cabinets qui nous disent nos clients ont du mal. Ouais. Et on le sent. Tu vois, il y a une tension. Il y a plus de tension, il y a plus de fermeture, il y a peut-être moins de budget aussi pour notamment des éléments type de conseil, etc. Et je pense que pour finir de répondre sur ce troisième aspect, du coup, c'est que c'est pas un super moment pour les collaborateurs pour bouger. Ouais. À mon sens. Ouais, vous le voyez aussi quand même. On le voit aussi. C'était pas le cas il y a quelques années, mais là tu sens qu'on est plutôt, en tant qu'employeur cabinet, on est plutôt dans une meilleure position. Tu peux avoir accès à des meilleurs profils. Il y a un peu moins de bonnes possibilités. Et je pense qu'un acteur comme Archipel, qui crée des choses, qui dynamise les marques, qui est là pour faire en sorte que les cabinets se développent,
c'est un type d'acteur où tu peux te dire en tant que collaborateur, c'est génial, ça va prendre un peu de temps, mais je suis dans un ensemble qui va dans le bon sens. Ouais. Tu veux dire que les équipes, donc là, je vais le traduire en un point. T'as pas assez de recul pour voir en fait, est-ce que les équipes, pour l'instant, elles restent. Pour l'instant, elles restent. Ça bouge. Mais est-ce que c'est parce qu'elles sont attentistes ou est-ce que c'est parce qu'on a réussi à vraiment créer quelque chose de fort? Voilà, je pense qu'il y a un peu des deux. On est en train de dynamiser encore plus l'apport qu'on a pour les différents cabinets, mais ça prend du temps. Donc voilà, s'attribuer tous les mérites, ça serait à mon avis malhonnête. Puis c'est peut-être encore un peu tôt, mais du coup ça m'emmène sur l'autre question, tu vois, qui était de dire qu'à partir du moment qui peut être lié, hein, parce qu'en réalité une fois que t'es racheté, hein, d'une certaine manière, tu peux toujours t'inquiéter. Tu dis ok, comment ils vont rembourser, ou du moins quelle va être la variable, tu vois. Et donc une des questions, ça serait intéressant de connaître les objectifs, tu vois, de performance que vous et donc je la lis vraiment, la question que vous imposez entre guillemets au cabinet. On n'impose pas de conditions. C'est ce qui peut sembler troublant, mais en fait c'est troublant. On part du principe que un cabinet qui rentre dans Archipel, il génère une certaine marge d'EBITDA, un certain chiffre d'affaires, et que le but, c'est de garder cette marge, si possible, intacte. Tu vois, tu génères 20%, t'es là pour maintenir tes 20%. Côté Archipel, on a du support qui vient en jeu, qui vient diminuer du coup un peu l'EBITDA potentiel. Et donc en fait, le gain en termes de business plan sur lequel on a tablé, c'est de faire en sorte que les cabinets aient une croissance d'EBITDA leur permettant de supporter, pour que ce soit neutre, nos fonctions support. Donc on s'est fixé un ratio, c'est d'ailleurs pour ça, on ne sera jamais comme nos camarades Big, qui du coup, c'est un vrai sujet. Hein. Il y a beaucoup d'équipes, etc. Et ça apporte une forme de confort. Par contre, en termes financiers, c'est un désastre. Nous, on a actuellement dans Archipel, on est plus d'une personne par cabinet. C'est souvent une info qu'on aime bien donner. On est 11 personnes aujourd'hui. On a 10 cabinets. Plus d'une personne par cabinet. On a en plus de ça toutes les personnes qui apportent du soutien aux différents cabinets au sein des cabinets. On a en plus de ça nos freelances. Et ça, c'est un vrai élément. On fait en sorte de maintenir les coûts de la holding de manière extrêmement lean pour à la fois apporter du concret et de la valeur au cabinet sans pour autant peser sur le thème global. Donc voilà. Mais on n'a pas du tout ça peut sembler être un peu bizarre pour un cabinet de se dire quel va être mon plan de croissance, les mecs vont m'imposer des trucs impossibles à tenir, etc. On a un business plan plutôt conservateur de ce point de vue-là, qui est tu vas gagner des points d'EBITDA, et ce qu'on a déjà fait, hein. Alors, rien qu'avec la renégo des contrats avec les éditeurs de logiciels, etc., on arrive à déjà gagner 0,5 points d'EBITDA. C'est énorme. Donc en fait, tu as pas mal de petites actions un peu invisibles, qui sont des actions un peu bidons, qui peuvent réussir à te faire gagner vraiment des vrais points. Dès que tu rentres, en fait. Dès que tu rentres. Et derrière, ça te permet d'absorber une partie des coûts du support qui sont en plus là pour t'aider à normalement faire un peu plus de croissance, que ce soit en matière de CA ou d'EBITDA. Et donc, ce qui explique les valos et les divers multiples, après, c'est que du coup, si je résume, je rentre chez toi, je vais faire des gains directs parce que renégociation, parce que j'ai parce qu'un peu de cost killing d'une certaine manière. J'imagine, j'ai comment ça s'appelle, un photocopieur qui traîne. Enfin bref, j'imagine que vous redescendez tout ça, vous nettoyez, du coup tu gagnes facilement de l'EBE. Ça couvre toi tes frais de gestion de la holding. Et après, le deal, c'est tu continues ta croissance organique. Si tu vois une affaire qui tourne à côté de chez toi, on va t'accompagner pour la reprendre, ça va te grossir, on va mettre les mêmes gains. Et donc, en fait, c'est l'accumulation, donc la logique de buy and build d'une certaine manière, j'essaie de la traduire pour être sûr d'avoir tout compris, l'accumulation de tout ça qui fait qu'au final, le groupe qui fera 150 millions, 200 millions, tu me diras à la fin quel est l'objectif, fait que le multiple est plus élevé quand tu es plus gros. Exactement. En fait, il y a un an, un des raccourcis qu'on faisait sur les plateformes comme nous, c'est des mecs qui empilent des cabinets, c'est des mecs qui collectionnent des cabinets, c'est des financiers. Enfin, tu vois, il y avait pas mal de punchlines comme ça. C'est une manière extrêmement réductrice de voir notre travail. Alors, j'aurais aimé que ça soit aussi simple. Si collectionner des cabinets, comme les gens disent, nous permettait d'atteindre des super multiples, ce serait en effet un travail un peu plus facile. En fait, faut pas confondre et faut pas mélanger les choses. C'est parce qu'on a un projet business et parce que derrière cet élément business crée de la valeur qu'on crée de la valeur financière. La valeur financière vient pas avant.
Les fonds d'investissement sont pas des gens bêtes. Ils regardent le vrai effet que tu fais. Alors, il y a parfois, comme dans un bon mercato de football, etc., il y a des panic buy, il y a des choses comme ça, mais globalement, un marché rationnel, c'est un marché... Est-ce que les boîtes, quand elles rentrent dans ton groupe, elles arrivent à créer de la valeur et potentiellement de la survaleur par rapport à une activité indépendante qu'elles auraient fait elles-mêmes? Et du coup, comment moi, fonds, je vais pouvoir valoriser cette survaleur? C'est comme ça qu'un multiple augmente. C'est à la fois de la synergie commerciale, c'est à la fois de la synergie en termes de services, diminution du risque comme clé, faire en sorte que en fait, ton groupe soit plus pérenne. Et après, une fonction très importante qui est la fonction finance, dans laquelle on parle pas beaucoup et qui est un peu laissée de côté. Mais en fait, il y a beaucoup de cabinets qui laissent un peu leur BFR traîner, etc., qui relancent pas excessivement bien les clients. Un peu comme si tu avais beaucoup d'argent sur ton compte perso et que tu te dis de toute façon, je vais pas aller renégo cette petite truc, etc., parce qu'à la fin, je sais que j'ai du cash sur le compte. En fait, tu as un vrai enjeu sur un groupe d'une certaine taille, avoir une fonction finance qui te permet de diminuer le coût du capital au maximum. Et donc là-dessus, en tout cas, nous, on pense qu'un modèle comme Archipel, c'est un modèle extrêmement sain financièrement. Les cabinets du groupe, je peux le dire, ils génèrent un peu plus de 20% d'EBITDA post-REM des associés, post-coût de structure. On est sur à peu près 21%. Donc en fait, on a des cabinets qui sont rentables, qui fonctionnent bien. Nous, on ne rachète pas de cabinets qui sont en bout de course, etc. Alors pareil, ça peut être traité par nos cabinets si jamais ils veulent se frotter à ça. Ce n'est pas un truc qu'on estime être en capacité réelle de faire pour l'instant. Et c'est d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais je te tends une perche pour les prochaines questions, c'est peut-être plutôt ce type d'actif qui va rester dans les prochaines années. Ouais. Voilà. Ou alors ceux qui seront intégrés quand tu voudras juste racheter du chiffre d'affaires, pur et dur, mais sans analyse. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais donc là-dessus, le modèle financier d'Archipel, il est extrêmement sain malgré sa vitesse. Tiens, c'est marrant sur le nombre de dossiers que tu as dû voir, et tu as dû en voir quelques-uns au cours de l'année. C'est quoi à peu près en proportion? Tu n'as pas de chiffre, tu vois, mais justement de ces dossiers que tu vois qui vont rester sur le côté, ceux que tu écartes directement, je vais le dire comme ça, et ceux que tu étudies. Je pense qu'il y a 6 mois, tout partait. Absolument tout. Il y a 6 mois, tout partait. Ouais. Fallait racheter. Absolument tout. Okay. C'est pas forcément qu'il fallait racheter, c'est que t'étais vendeur, tu trouvais n'importe qui pour t'acheter, okay. Et des gars prêts à payer le prix à peu près que tu voulais, etc. Voilà. En fait, on est dans un thème assez passionnant parce que t'as des gens qui potentiellement ont accumulé de la trésor sur leur cabinet, qui ont parfois des cabinets à 10, 15, 20 millions, qui ont un peu de trésor et qui, pour le coup, peuvent faire, entre guillemets, des petites folies de temps en temps, en rachetant des cabinets, en se prenant en jeu il faut grossir, tiens, j'ai vu une opportunité, c'est dans ma région, allez hop, on y va. Donc il y a 6 mois, il y a tout qui partait. Depuis, 3-4 mois, tu te rends compte que les acteurs sont un peu plus exigeants. Ça ne veut pas dire que tout ne va pas partir, mais c'est un peu comme en immobilier, tu vois. Les acheteurs, tu veux dire? Ouais, les acheteurs deviennent un peu plus exigeants. Tu sens qu'il y a un nombre de dossiers quand même incalculable sur le marché. Tu as beaucoup de gens, et c'est logique, qui sont un peu opportunistes, qui se disent moi, à voir. Pas forcément vendeur, mais ça dépend du prix, etc. Donc, logique. Je pense qu'on va rentrer dans une phase de marché où... Et en plus de ça, tu as un autre effet que moi je trouve très pervers actuellement, qui est que les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc avant, tu étais dans un marché un peu plus pur, on va dire ça comme ça, même si ça reste de l'expertise comptable et que c'est quand même pas mal optimisé, mais tu étais face à des boîtes qui avaient des dépenses de fonctionnement, etc., et qui étaient des boîtes, entre guillemets, normales. Là, tu as beaucoup de princesses qui cherchent à se marier. Okay. Tu as des gens qui remplacent pas les départs. Nous on voit des dingueries, t'as des gens qui retraitent les chocolats du Nouvel An dans tes retraitements et tu leur dis mais attends, du coup ça veut dire que t'intègres Archipel, il n'y a plus de chocolat envoyé aux clients, etc. Les gens sont en train de façonner un EBITDA et donc t'as différentes manières de voir les choses. T'as les acteurs qui adoptent une position hybride, donc je te mets plein de retraitements et à la fin je t'annonce un multiple que je considère comme bas pour faire croire que je suis une affaire.
T'as des cabinets qui adoptent une démarche un peu inverse qui est moi je fais pas trop de retraitement, par contre je veux un énorme multiple. Donc tu vois des choses que tu ne voyais pas il y a un an et qui fait que actuellement le marché tout simplement et voilà tout ne peut pas partir. Okay. Et nous on fait extrêmement attention à ça. Okay. Tu vois, certes oui tu as remplacé les clims à 3000 balles cette année, l'année prochaine ça sera peut-être ton Velux. Ouais. En fait tu rachètes pas une boîte qui s'arrête du jour au lendemain, tu vois. Ouais. Tu rachètes une entreprise qui vit, etc., qui a ses problèmes. Et nous, on est des entrepreneurs, donc on est prêt à être là pour les différents problèmes. Mais il faut pas oublier que, voilà, dans la vie des affaires, il y a plein d'éléments qui ne vont pas forcément comme le plan. C'est intéressant quand même. Tu as vu le marché là en un an, du moins au cours des 6 derniers mois, tu vois le truc. Ça a beaucoup changé. Ouais. Et là, j'y pense, mais en 2 secondes. Mais du coup, vous utilisez l'IA pour analyser tu vois, tous les dossiers et tout. C'est quoi un peu le workflow Écoute, on utilise un peu pour dégrossir. Après, c'est quand même beaucoup encore nos analyses financières. On a surtout Maxime, mon associé, qui regarde beaucoup ces éléments-là. Et on a 2 analyses financières en plus. Ce qui est un énorme taf. Hein. Ouais, c'est des gars qui regardent en moyenne 3 dossiers par semaine. Donc tu vois, 3 dossiers par semaine. Alors on fait pas 3 LOI par semaine, heureusement, parce qu'on trie quand même beaucoup. Mais on aime bien se faire aussi une vision de tout le marché. Nous, on aime bien recevoir beaucoup de choses. Déjà, moi, mon rôle en tant que dirigeant, c'est de savoir qui parle à qui et qui est en position de racheter qui, etc. Il n'y a quasi aucune opération du marché actuel que je n'avais pas vue. Ok. Ce sur quoi je suis assez fier. C'est fort hein, quand même. En un an sorti de terre, quoi. Parce qu'il y a un an, tu voyais pas de dossier là. En fait, j'ai travaillé pour ça. Enfin, je pense que beaucoup de gens nous connaissent, mais parce qu'on a pris le temps de rencontrer tout le monde. C'est important pour se faire un avis de avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu as un fit un peu moins bon, et c'est le cas. Hein, faut accepter les choses. Et voilà, donc il faut être un peu dans le marché, à mon sens, pour voir un peu quelle direction prennent les différents acteurs, et c'est super intéressant. Ouais, c'est comme ça que tu vois tout ce que tu viens de dire qui évolue. C'est quoi, tiens, tant qu'on y est, c'est quoi un peu les multiples aujourd'hui des gros signaux Ouais, je sais, je suis obligé. J'ai attendu un peu pour savoir, comme ça les auditeurs seront obligés de rester jusqu'au bout. Mais en fait, je pense que j'ai une question sur la valo, le temps que tu réponds. Ouais, en fait, les multiples, ça veut tout et rien dire, tu vois. C'est vraiment décevant parce que si tu appliques un gros multiple sur une boîte qui a un EBITDA normatif classique, tu peux mettre un bon multiple. Je sais même pas te dire ce que c'est un bon multiple. Donne-moi un chiffre, comme ça je fais un réel sur Instagram. Ouais, exactement. Et ça va être la phrase que vous allez choisir pour, on est pour comme résumer, ça, l'Accounting Business Club. Pour résumer un peu ce que j'ai dit. Non, je pense que en fait, attends, avant de potentiellement te répondre là-dessus, je vais expliquer un peu notre approche. Nous, déjà, un peu comme l'immobilier, un rachat de cabinet, c'est une approche multicritère. Tu regardes le chiffre d'affaires, tu regardes l'EBITDA, tu regardes la présence des associés, tu regardes la durée de réengagement des associés, tu regardes les collaborateurs qui sont susceptibles de monter en tant qu'associés, tu regardes le panier moyen des missions, tu regardes l'implantation géographique, les volontés de développement, est-ce que les acteurs veulent faire de la croissance externe ou pas, et tout ça, ça te permet de façonner une offre. Nous, on communique jamais en multiple d'EBITDA, parce que derrière c'est un peu du crépage de chignon sur moi je connais un cabinet qui a vendu à X fois les l'EBITDA, etc. Et en fait ce qui n'aide pas, c'est nos camarades apporteurs d'affaires, banquiers d'affaires qui font monter la sauce, et ils ont raison de le faire, comme un agent immobilier qui dit que ton appart vaut 2 fois son prix histoire de choper ton mandat, etc. Il y a ça, il y a les journalistes. Nos camarades journalistes, généralement, ils mettent des multiples d'EBITDA en mettant parfois le cash dedans, en mettant parfois un peu de tout. Donc, en fait, t'entends des multiples d'EBITDA qui sont décorrélés un peu de la réalité. Donc voilà, c'est un exercice hyper dur parce que c'est comme si tu me disais combien vaut mon appart sans que je sache
Si ton appart, il a une terrasse, si ton appart, il a une belle hauteur sous plafond, est-ce qu'il a des cheminées, est-ce qu'il a assez de chambres, enfin voilà, est-ce qu'il y a des travaux à faire, voilà, je vais arrêter la métaphore immobilière. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que VS, il y a un moment où on disait tu vaux 1 du chiffre d'affaires. Ouais. Et c'était général, peu importe où était ton appart, ni dans quel état était ton appart, tu rachetais du chiffre d'affaires et puis après tu le retravaillais. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as vu passer, il n'y a pas de. On pourrait dire qu'il y a entre 5 et 8, s'il faut donner une fourchette, mais c'est pas les 12 ou 14 qu'on entend. Ah oui, oui. Bah, là, pour le coup, je peux te répondre là-dessus. Un cabinet qui cherche un multiple à 2 chiffres, aujourd'hui, si tu n'es pas une plateforme avec un certain niveau d'EBITDA, et quand je parle de certains niveaux, c'est 10 millions plus, tu ne les atteins pas. Ok. Voilà, ça, on peut quand tu dis une plateforme, c'est quoi? C'est un groupe Un groupe, peu importe. Okay. On était sur un process là récent d'un joli cabinet. Allez, je vais te donner une fourchette entre 20 et 40 millions de chiffre d'affaires. Okay. Donc, cabinet assez conséquent, avec un bel EBITDA. La valo, c'était à peu près 8 fois. Okay. EBITDA. Tu vois? Voilà, c'est ça le marché actuel. Okay. Et c'est pas encore reflété sur les petits cabinets. Tu vois, où il peut encore avoir quelques petites dingueries parce que notamment tu as le cabinet comptable du coin qui se chauffe. Il se dit c'est génial, j'entends que tout le monde rachète à 8, à 10, etc. Paf, je vais mettre ça comme prix et ça va être parfait. Mais la réalité du marché, elle n'est pas là. Et donc il faut faire très attention. Nous, on parle à pas mal de cabinets et des cabinets qui font de la croissance externe et qui se prêtent un peu au jeu de là-dessus, tu vois, qui n'ont pas l'habitude de racheter des cabinets et qui nous disent tiens, j'ai vu un petit portefeuille, 400 000 euros, les mecs sont en train de partir, etc. Donc l'EBITDA, c'est quasiment 200 000 balles ou 250 000 balles, allez, pourquoi pas, etc. Je vais mettre un multiple de 5 ou 6 fois là-dessus. Enfin, c'est le pire truc à faire. Ils vont jamais retrouver cette valeur-là après. Si tu as un acteur financier sérieux derrière qui épluche tes comptes, qui épluche ta valeur, etc., c'est un gros risque à prendre. Ouais. Et donc, en fait, la question pour les cabinets, c'est est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? Tu vois, est-ce que tu es prêt comme un parieur à te dire en fait, le marché, il va m'amener vers 12 ou 14 fois. Ouais. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? Parce que si le marché, il évolue bien, tu as raison de le faire. Tu veux dire racheter le cabinet qui est trop cher. Racheter le petit cabinet qui est trop cher. Tu as raison de le faire dans un marché qui va bien. Ouais. Mais la réalité, c'est que dans 2 ans, tu vois, avec l'IA, etc. Alors moi, j'étais le premier à dire, et d'ailleurs, je pense que je te l'ai dit sur le premier podcast, nous, on vise un 14 fois et plus parce que c'est ce que les autres plateformes ont fait à l'étranger, aux États-Unis, etc. Voilà, si là, Archipel peut au moins atteindre les bons éléments de valo qui ont été les marqueurs à 12 fois et plus, qui sont des groupes qui sont sortis en France à 20 millions d'EBITDA, ça sera une bonne chose. Okay. On va toujours viser plus. Hein. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que le marché s'est un peu corrigé avec l'IA. Je ne sais pas comment ça va repartir. Mon analyse là-dessus, c'est qu'il y a quand même un marché un peu en 2 phases qui va se séparer. Là, aujourd'hui, un cabinet un peu dans le ventre mou, il peut bénéficier de bonnes conditions de valo. Demain, je pense qu'un cabinet qui ne maîtrise pas l'IA, qui n'a pas des bons process, etc., et un cabinet un peu qui laisse certains cadavres dans le placard, etc., il va se faire décoter ce qu'il n'a pas aujourd'hui, mais il va se faire décoter demain. Et à l'inverse, les bons actifs, ça aura toujours de la bonne valeur, exactement comme, je reprends la métaphore immobilière, comme le marché du luxe à Paris ou que sais-je. Ouais, non mais c'est une bonne, c'est un bon partage, tu vois. Et du coup, même avec justement avec la correction, tu vois, qu'on est en train de voir sur l'IA et l'incertitude globale dans laquelle on est arrivé. Donc, je comprends que les fonds de private equity sont arrivés sur le marché du service, notamment du marché de l'expertise comptable, parce qu'ils peuvent plus aller sur le SaaS. Dans certains échanges, je grossis le trait, hein, tu vois, mais dans certains échanges, je sais pas. On est là pour faire du média, pour faire du clic. Non, mais tu vois, un jour dans divers échanges, on m'a dit non, mais en fait, il y a des fonds à dépenser. Du coup, ils vont dans le service parce que le service, ils vont plus dans. Enfin, parce qu'ils vont plus dans. Mais tu vois, la deuxième chose, en fait, un patron de fonds. Faut pas imaginer un gars avec 5 ordi super. Je suis déçu. Ouais, exactement, t'es déçu. En fait, c'est un gars qui fait quoi? C'est un gars qui a son comité
et qui le matin ouvre son journal pour voir un peu les news du moment. Et donc en gros, s'il voit la news sur le prochain métier qui va se prendre un bouillon, c'est les métiers du conseil. Donc expertise comptable, IA et tout. Là, il va dire à son comité, attends, on est sûr, expertise comptable et tout, c'est quand même chaud. Donc en fait, on navigue dans ce type et même sur des montants colossaux à déployer. Tu vois, il y a des gars qui en fait reportent à des gens qui se basent un peu sur des formes d'instinct. Donc du coup, tu dois rassurer des gens sur voici les études, voici ce qui monte, voici la dynamique. Donc voilà, c'est ça le marché actuel. Et je pense qu'en France, on a aussi beaucoup d'acteurs qui sont lancés au même moment. Tu as beaucoup de cabinets qui essayent eux-mêmes d'avoir une part naissante à la consolidation. Ce marché-là, à mon avis, va un peu se stabiliser, on va dire ça comme ça. Tu vois, il y a un an, c'était à la mode de dire je vais trouver un fonds. Là, tu vois plus un seul cabinet qui dit je vais trouver un fonds. Ils ont tous déjà trouvé quoi. En fait, tous ceux qui avaient le projet ont trouvé. Soit ils ont déjà trouvé, soit alors tu te rends compte que en fait, soit tu te rapproches d'un gros industriel, soit tu te rapproches d'une plateforme comme nous, soit tu fais un OBO. Enfin, il y a pas 36 solutions. Ou soit alors tu te dis je veux rester indépendant. Et parfois, c'est une forme de posture plutôt qu'un vrai projet. Et donc, du coup, tu veux rester sur ce trend. Et du coup, je regarde un peu ce qui se passe à l'étranger. Et c'est vrai que, on va dire que la plus grosse OP mondiale, ça va être avec Thrive Holding, qui du coup est lié à OpenAI. Tu vois, je trouve que c'est intéressant aussi d'en partager là, parce que du coup, ils ont 500 millions à déployer, je crois, en dollars sur justement de la finance, sur de la profession expert comptable. Donc ça s'appelait CritPA et je crois qu'ils viennent de se rebrander. Ça s'appelle Current maintenant. Et la thèse du coup, et c'est pour ça que ça corrobore un peu dans tout ce que tu viens d'expliquer, c'est de dire on va pouvoir y mettre une branche d'IA en fait directement intégrée dans le cabinet pour venir garder en fait ces valos, digitaliser et accélérer la croissance des caps. Si c'est bien fait, ça peut être extrêmement puissant. Donc et en fait, tu vois, ma manière de voir les choses, et je le dis vraiment d'une manière assez simpliste parce que je crois profondément à mon discours, mais on a, nous, un modèle qui est fondamentalement bon pour tous les cabinets. En fait, quand tu y penses et quand tu décortiques le truc, t'as des associés de cabinets qui gardent une indépendance totale sur leurs opérations, qui se sortent un chèque et donc qui réalisent une partie de leur patrimoine dans un contexte où tu sais pas de quoi demain l'avenir sera fait avec l'IA, la facturation électronique, qui est déjà, etc. Tu participes à un projet de croissance qui dépasse les ambitions de ton cabinet indépendant avec une plateforme qui normalement a un modèle financier qui est beaucoup plus solide que le tien pour tenir sur la durée face à ces mutations, etc. et qui a des vraies capacités d'investissement. Si jamais c'est la mierda et que tout se plante dans 2-3 ans parce que l'IA, en fait, ton fameux modèle agentique qui prend 94% du marché, en fait, tu as déjà sorti, toi, une grande partie de ta valeur. Donc, en fait, tu as remis, entre guillemets... Tu t'es dérisqué d'une certaine manière. Tu t'es dérisqué, etc. Et en plus de ça, tu as un modèle où tes jeunes peuvent monter, etc. Donc, en fait, nous, c'est une nouvelle modalité d'exercice qu'on est en train de mettre en place sur le marché, où, en fait, les gens comprennent que... tu vois, il y a beaucoup qui nous disent non, on ne veut pas vendre, nous, on est indépendants. Et en fait, pour beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la posture. C'est pas un projet. Si tu as un projet derrière et si tu as une vision concrète, alors oui, là, c'est bien de vouloir rester indépendant, vouloir développer ton truc. Si le seul fait de dire, nous, on s'est toujours dit avec mes associés qu'on vendra jamais, franchement, les amis, creusez un peu votre projet. Mettez-vous autour d'une table parce que ce qui arrive va potentiellement chambouler un peu vos plans. Tiens, et d'ailleurs, en parlant de ce qui arrive, je voulais en parler tout à l'heure, mais on revient dessus maintenant. Il nous reste encore quelques petites minutes. Tu vois, tu parlais des éditeurs. Comment toi, tu vois maintenant à 60 millions et donc potentiellement à 100 à la fin de l'année, et puis après, tu me diras à combien dans 5 ans, mais comment tu vois la place des éditeurs ? Et je m'arrête là, comme ça, c'est une question ouverte. T'es vache, parce que moi, je te mets des tunnels de 3 minutes et toi, tu me... Ouais. Moi, je te mets des petites questions. Exactement, bien ouvertes, bien... à mon sens, en fait, plusieurs choses. Déjà, nous, la vision qu'on a là-dessus, c'est que
comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui crée la valeur, c'est celui qui la capte à la fin. Donc en fait, on n'a jamais réfléchi au sein d'Archipel et je pense qu'on réfléchira jamais sur un espèce de position défensive sur les prix augmentent, il faut qu'on change d'outil. Ça pour moi, c'est un faux débat. Si l'outil est très pertinent et qui te fait gagner du temps et qui te fait vraiment gagner de la valeur, en fait, il faut apprendre à rechanger ton modèle pour faire en sorte de maîtriser ce qui va faire que ton client est prêt à payer le même prix et que cette marge, tu vas pouvoir la garder pour toi. Premier élément. Deuxième élément, nous, notre vision là-dessus, c'est que les éditeurs ont une position dominante. Déjà maintenant, c'est ce qui explique que nous, on explique aux experts comptables qu'il faut se liguer ensemble pour être plus fort face à ces gens-là. Et c'est une des thèses qu'on soutient pour faire en sorte de dire c'est intéressant de rentrer dans Archipel parce que les prix vont augmenter. Les services déployés par ces gens-là vont augmenter et vont te créer potentiellement de la valeur, mais vont te rendre aussi un peu plus captif du modèle. Et je pense que c'est pas impossible que dans les années à venir, sans les nommer, on ait un effet un peu Silae sur la partie expertise comptable aussi, qui sera à mon sens pas aussi violente, mais qui sera dans la réalité. Que vous observez, bien sûr. Exactement. Et donc nous, notre rôle en tant que groupe, c'est de faire des contrats groupes. Et faire un contrat groupe, c'est pas tout simplement négocier un meilleur prix. Alors ça, c'est la base. Mais par contre, c'est aussi verrouiller des conditions juridiques. C'est faire en sorte de maintenir les prix sur une certaine durée. Et c'est faire en sorte, en fait, de protéger et de donner un cadre protecteur pour tous nos cabinets. De manière à faire en sorte d'anticiper les futurs effets qu'on voit qui sont, à notre sens, inéluctables, qui vont être une augmentation des tarifs et une puissance de plus en plus grande des éditeurs. Voilà. Et du coup, ma deuxième question que j'avais, qui était est-ce que potentiellement, mais c'est une question fermée, donc je ne vais pas prendre de tunnel, mais... t'es pas... C'est pas sûr. Non, mais tu vois, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'analyse là, et compte tenu de la montée en puissance de l'IA et de tout ce qu'on peut voir, est-ce que, tu vois, on pourrait imaginer un tool, un outil de prod, tu vois, un outil de prod de gestion de relations clients ou quoi que ce soit qui te sortirait des éditeurs et qui serait développé par Archipel pour les cabinets Archipel, tu vois. Pour Archipel. Ouais. Non, je dis pas que tu deviennes éditeur de... Mais tu vois, c'est un modèle que je suis en train de voir. Là, on va diffuser juillet, tu vois. Là, je pars faire un tour d'Europe du marché de l'accounting en Europe. Et je suis en train de voir dans certains pays ce type de structuration où tu dis en fait la plateforme maintenant développe son outil, tu vois, en matière d'indépendance. Nous, on veut pas développer notre outil. On pense que c'est un peu une course perdue. Il y a des gens qui déploient beaucoup de capital pour faire des super choses. Recréer demain un Penny Lane ou autre. Alors tu peux le faire, à mon sens, avec les outils du moment pour beaucoup moins cher. Ça, c'est le cas. Mais ça serait prendre une direction qui est, à mon avis, pas du tout intelligente. Okay. Donc nous, notre stratégie ne sera pas de développer du logiciel. Par contre, je tempère un peu ça. On a développé pas mal de petits outils en complément de vibe coding. On a notamment réalisé un data cube pour donner en fait des données opérationnelles et des tableaux de bord à tous nos cabinets. Boni, Mali de fusion, temps passé par collaborateur, rentabilité de portefeuille. Ça, on généralise tout ça en septembre. Donc on crée quand même un peu de petits modules, mais ça va rester dans un sens de module. Par contre, la stratégie qu'on a vis-à-vis de ça, c'est de maîtriser l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on a envie de maîtriser l'interface client pour les clients des cabinets d'Archipel, pour leur dire, voilà, vous êtes client du cabinet Aveilla, par exemple, du cabinet Avec Sens, qui sont deux des cabinets d'Archipel, potentiellement du groupe Archipel, by Archipel, ou tout ce que tu veux, et derrière, d'avoir les outils métiers. Pour que le client, en fait, demain, si tu lui changes son outil métier, etc., potentiellement, c'est moins grave. Parce qu'il a toujours son chemin au global et il peut se maîtriser là-dessus. Par contre, il y a un autre gros enjeu pour nos camarades éditeurs de logiciels qui est que potentiellement les IA vont pouvoir potentiellement faire le lien directement avec toi. Donc, les éditeurs de logiciels, à mon sens également,
ont du potentiel souci à se faire. Ah, mais il y a des vrais sujets. Et tu vois, Penny Lane a sorti son MCP. Il va le sortir. Il va le sortir, là, il l'a annoncé. Ça, c'est intelligent. Et c'est d'ailleurs un postulat complet différent de SAP, qui a choisi à l'inverse de fermer sa suite outils. Mais encore une fois, moi je pense que c'est un élément malin qu'ils ont fait pour développer, en fait, pour faire en sorte que tu développes une vraie communauté d'agents, etc. Là-dessus. Mais encore une fois, tu sais pas si le parti pris est le bon, quoi. Ben non, parce que tu ouvres toute la data. Et tu vois, là, il y a Xero qui a ouvert ça aux US, enfin sur le marché anglo-saxon, ils ont le cours de bourse qui s'effondre. Je crois qu'Intuit aussi prend une petite douille sur le cours de bourse. Après, ils sont cotés, hein, donc c'est pas le cas de Penny Lane, mais en tout cas, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'en ce moment, tu vois, c'est des vrais sujets stratégiques, tu vois. Est-ce qu'à un moment, certains cabinets, justement, de votre taille pourront aller jusqu'au dev de... Non, en tout cas... Toi, tu le vois pas, c'est pas dans votre... Moi, j'ai développé une start-up dans l'assurance et dans l'immobilier avant de faire ça. Ouais. Le métier de dev et d'outils est un métier, c'est autre chose. Mais arrivé à votre taille, tu le vois pas Non. Okay. Moi, j'y crois pas. Ok. J'y crois pas. En fait, il y a tellement de choses à faire. En fait, rien que ça, créer une entreprise de service, tu vois, rien que ça. Ouais, c'est déjà... à la base... Transformer une profession libérale en entreprise de service, en groupe, quoi. Et c'est ça qui est important, c'est que nos camarades experts comptables, c'est quand même principalement pas des commerciaux. Et donc, on les aide là-dessus, etc. Mais en fait, il faut partir d'un principe qui est que tout ce qu'on est en train de faire n'est pas non plus une chose facile et n'est pas non plus quelque chose donné. Donc, remettre en plus de ça une couche logicielle dans le dur, à mon avis, c'est autre chantier. C'est une bataille perdue d'avance. Tiens, encore deux petites questions. Une première, où tu vois Archipel dans 5 ans. Maintenant que tu as 1 an dans les pattes, que tu as vu le marché, que tu as vu comment ça répondait, que tu vois toutes les tenants et les aboutissants, sachant que si mes calculs sont bons, dans 4 ans, tu as un événement de liquidité. Donc, du coup, si je te projette 1 an après l'événement de liquidité, où tu vois Archipel ? Déjà, Archipel, c'est une boîte qui veut s'inscrire dans la durée. C'est important. Tu m'aurais dit l'inverse, je t'aurais pas cru. Ouais, oui, non, mais pour le coup, ça peut être une question légitime de la part de quelques experts comptables qui nous disent ouais, mais qu'est-ce qui se passe post-vente, tu vois. En fait, quand tu vends un groupe qui est, on va prendre un exemple à les 200 millions de CA, 200 millions de CA, si tu es encore sur des ratios à 20% d'EBITDA, tu es sur du 40 millions d'EBITDA. 40 millions d'EBITDA à plus de un multiple à 2 chiffres, et donc 12 et plus. Tu te rapproches des 500. T'as vu, moi je suis conservateur. J'ai pris 12, je vais pas monter à 14. Non, c'est bien. Je vois petit. Ouais, t'as pas que le multiple parce que t'as les conditions derrière. Ouais. Tu vois, un multiple c'est bien, mais derrière faut voir un peu l'acteur que t'as en face. Donc en fait, t'es sur des valeurs à 500 millions d'equity value. Et en fait, là-dessus, t'as peu d'acteurs en France qui peuvent se permettre de mettre des aussi gros tickets. Alors bien sûr, il va pas sortir 500 parce que t'as pas mal de réinvestissements, etc. Les fondateurs notamment sont censés être quasiment verrouillés, donc ils peuvent assez peu sortir, etc. Les réinvestisseurs experts comptables vont pouvoir sortir une partie, pas tout, parce que si tout le monde sort tout, le groupe il a plus de valeur, il reste rien. Donc voilà, donc Archipel c'est un projet long terme déjà. Dans 5 ans, en effet, c'est dur à dire, parce que là, en 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, on va probablement atterrir aux alentours, comme je l'ai dit, des 80-100 millions. Donc on va beaucoup plus vite que prévu. Nous, je pense que un bon moment... Attends, je vais déjà répondre à ta question et après, je vais développer derrière. Ce que veut développer Archipel, c'est pas une thèse. C'est un groupe où les associés sont fiers d'être entrés et d'avoir des moyens en se disant j'aurais pas pu faire tout ça tout seul, et j'ai bénéficié à la fois d'un temps précieux que j'ai pu rendre à mes collaborateurs, que j'ai pu rendre aussi à mes associés, et on a pu ensemble construire un vrai projet avec beaucoup d'impact à tout point de vue. Ça c'est un peu ce qu'on cherche à faire. La manière dont on cherche à le faire et les ambitions financières, c'est d'être, comme on l'a dit au début, un des leaders du marché. Au départ, on prévoyait de faire 150 millions
Voilà, on se rend compte qu'en potentiellement en 1 an et demi, on va déjà faire 100. Donc en fait, on va tout simplement rehausser la barre, tout simplement. Donc te dire où on sera dans 5 ans, honnêtement, je sais pas. Je pense qu'on sera à des chiffres élevés, mais ce que j'espère surtout, c'est qu'on aura réussi à créer beaucoup de valeur organique pour nos cabinets. Et ce qu'on a vu déjà, c'est que sur la période là, on a réussi à faire passer des cabinets de 2% de croissance pour ceux qui vivotaient à 12% de croissance de chiffre d'affaires, plus 20% d'EBITDA pour certains des cabinets. Et ça, tu le réussis à faire dans la douceur. Et c'est ça qui est beau, c'est que en fait, tu règles les petits problèmes qui sont soit des problèmes de recrutement, qui sont soit des problèmes de, en fait, j'ai pas le temps de mettre en place un autre outil tech, qui sont des problèmes potentiellement de business. Ouais, j'ai 2 collaborateurs qui sont pas assez occupés. Est-ce que t'as pas des missions dans tel type de secteur à nous trouver ? En fait, on arrive à amener des moyens supplémentaires au cabinet et ça, c'est super. Voilà. Comment tu l'amènes de 2 à... Oh là, je vois le temps qui passe. Comment tu l'amènes de 2 à 12%? À 12 En l'occurrence, on a fait ça particulièrement sur un cabinet. C'était principalement des sujets de recrutement. On a recruté une associée en externe, 3 collaborateurs comptables seniors. Donc on a pris un risque sur l'EBITDA court terme, en se disant on va potentiellement creuser un peu cet EBITDA, mais ça a été payant directement. Il y a eu des grosses missions qui sont rentrées, on a gagné des beaux appels d'offres et donc du coup ça s'est transformé. Ouais. Ok. Je suis en train de fondre, littéralement. Ouais. Je vois là, tu vois, que ça fait un peu plus d'1 heure, les lights chauffent, mais je viens de retomber sur une des questions que je t'avais pas posée, c'est pour ça que j'étais en train de lire, qui était, en plus je suis content, tu vois, je te garde ça sur la fin, qui était le sujet de la rémunération, tu vois, comment ça se passe, les rémunérations d'associés, REM fixe, REM variable, comment, sur quelle base? La difficulté des modèles comme le nôtre, c'est que, en fait, la plupart des cabinets ont des REM qui sont variables. Je m'explique. En fait, quand une année est un peu moins bonne, tu te sers un peu moins. C'est le dirigeant qui fait... C'est le dirigeant qui fait son effort et voilà. Donc, profession libérale. Profession libérale. Voilà, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu vois ce dont je veux parler. La difficulté qu'on a, nous, c'est que en fait, ça revient à fixer des coûts variables en charge fixe. Parce que forcément, tu mets une REM et tu as envie que les gens ils aient une bonne REM, etc. Donc, nous, notre philosophie là-dessus, c'est de dire aux collaborateurs, aux associés, on se détermine une rémunération qu'on considère ensemble comme normative. En fait, après, c'est un jeu de transfert. C'est aussi plus de REM égale moins d'EBITDA. Donc, faut un peu aller là-dessus et positionner les choses bien. On aime généralement bien, pour te donner des chiffres, positionner la REM, nous, aux alentours de 15 à 20% du chiffre d'affaires pour les associés. Pourquoi ce chiffre-là ? Tu prends une base 100 de cabinet, 50% c'est de la masse salariale, 15% c'est des frais généraux, 15% c'est de la REM associée, et à la fin, il te reste 20% d'EBITDA post-REM des associés. Voilà. Bien sûr, ça, c'est le modèle, il y a plein de... C'est dans les livres, quoi. Voilà, c'est dans les livres et voilà, c'est un peu ça la logique. Donc, généralement, on détermine ensemble une REM qui vient souvent des associés. Les associés nous disent, nous, on aimerait bien avoir une REM de temps. Derrière, ça fixe un EBITDA de temps. On indexe les REM sur généralement le Syntec pour faire en sorte qu'elles soient au minimum un peu évolutives. Et derrière, en fonction des croissances de l'EBITDA, on donne de la REM en plus au fur et à mesure de la croissance de la structure. Ok, très clair. Écoute Mathieu, je vois qu'on arrive encore à parler. Alors je suis trempé. Clairement, je vais changer tout de suite de t-shirt. Non, mais je suis très content. Encore une fois, un épisode dense. Ouais. Franchement, tu as répondu à toutes les questions. Je suis repassé plein de fois, mais on a vraiment fait le tour. Donc je pense que ça. Est-ce que tu penses que c'était assez intéressant ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de me redemander à l'antenne ? Si vous êtes toujours là, dites-le nous en commentaire. Voilà, dites-nous si c'était intéressant. Est-ce que vous y avez d'autres questions ? Tiens, ça peut être intéressant sur YouTube. Vous pouvez mettre les commentaires. Après, je relancerai Mathieu. On refera un live si besoin pour les expliquer. Non, je pense qu'on a fait. Franchement, je pense qu'on a fait un bon tour. C'est intéressant de voir quand même, tu vois, les signaux faibles d'une certaine manière du marché qui évolue, qui a mûri aussi du côté, tu vois, des vendeurs qui commencent à organiser un peu leur cabinet pour la vente, mais qui du coup aussi sont plus éduqués sur tout ce qui se passe dans le marché. Ça perd un peu de la spontanéité. Ouais. Et faut voir à quel point, tu vois. Nous, on est préparés.
on a l'habitude de ce type de choses, mais c'est vrai que du coup, si tu additionnes à la fois le fait que tu es surpréparé, plus des attentes qui sont déraisonnables, parce que tu as entendu des choses qui, en fait, à la fin, quand tu tires le trait, sont pas vraiment exactes, ça peut dériver en frustration. Tu vois, de dire, mais attends, pourquoi tu me mets ce type de multiple que je considère pas être le bon multiple pour mon activité, qui est forcément la 7e merveille du monde. Voilà. Ouais, c'est pour ça que c'était intéressant. 8e d'ailleurs. Mais... C'est déjà bien, laisserait 7e. Mais la première merveille du monde. Merveille du après monde. Voilà. Leur femme ou mari, et puis après leurs enfants, comme nous tous entrepreneurs évidemment. Mais non, mais c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment intéressant. Moi, je trouve que le marché est passionnant. Ouais. Moi, j'adore ce que je fais. C'est un marché passionnant qui est en transformation. Ouais. C'est des enjeux qui sont passionnants parce que tu es en plein cœur des enjeux avec des dirigeants. Tu es en plein cœur d'enjeux eux-mêmes de transformation pour les dirigeants. Donc, en 2 mots, tu vois, sur la fin, mais comment les voient, tu vois, tes investisseurs après 1 an, tu vois, de retour, quelle est leur analyse sur ça, VS sur le marché ? Ouais, sur le marché, sur leur lecture, parce qu'ils le voient du coup, j'imagine un peu du dessus, je l'imagine avec un journal au bord d'une piscine. Ouais, c'est ça. Ou alors version Gordon Gekko. C'est bien d'être investisseur. Ah non, mais moi je vois Gordon Gekko dans le premier avec le téléphone sur la plage en peignoir. Exactement. Je sais que c'est pas ça, mais tu vois, c'est quand même nouveau, j'imagine, d'arriver sur ce secteur. Il n'y en avait pas trop. C'est quoi un peu leur lecture après 1 an ? Écoute, je pense qu'un investisseur, tu vois vraiment sa vraie face au moment où ça va pas. Et là, le marché, actuellement, il y a plutôt du vent dans le dos. Ça veut dire que le marché est porteur, ça se développe bien, etc. Et notamment pour ce qui est d'Archipel, on a plus d'1 an d'avance sur le business plan qu'on s'est fixé. Okay. On va très vite, on délivre extrêmement bien. Il y a un entrepreneur là récemment qui m'a demandé quelles sont les erreurs que tu as faites, et je suis quelqu'un d'assez transparent et d'assez direct sur ce type de choses. Quelles sont les erreurs que tu as faites avec ton associé sur Archipel, et est-ce que tu peux m'en parler ? Honnêtement, je referai exactement les mêmes choses. C'était quoi ? Je trouve que il n'y avait pas d'erreur. Il n'y en a pas vraiment. Et tiens, tu vois, dans l'épisode 1, tu avais parlé d'un playbook, justement, tu vois, qu'ils avaient réussi à théoriser d'une certaine manière et à appliquer, notamment, il me semble que c'était sur le loisir. Ouais. Tu vois, sur la consolidation du loisir. Est-ce que vous avez réussi à créer un playbook, tu vois, alors c'est encore trop short, tu vois, mais sur l'intégration des cabinets ouais, bien sûr. On a un process extrêmement documenté sur qu'est-ce qui se passe une fois que tu te rapproches d'un cabinet. Le but, c'est d'arriver à créer de la valeur avec le cabinet en partant des besoins des cabinets. Et donc, du coup, on a un socle global qui s'applique un peu à tout le monde, et après, on détaille. Et surtout, on n'uniformise pas. On fait en sorte de se baser sur le cabinet. Je vais te prendre un exemple. Aveilla, qui est un des cabinets qui est bien structuré dans le groupe, très fort en recrutement. Ils ont déjà leur partenariat école. Ils nous ont dit directement, écoutez, nous, le support côté recrutement, pas besoin. On sait faire, on est bon, nos équipes, elles tournent bien, on n'a pas besoin d'aide là-dessus. Par contre, à l'inverse, la croissance externe, on n'a pas le temps. Aidez-nous pour faire en sorte de donner aux collaborateurs comptables seniors qu'on a un peu plus de responsabilité, et donc aidez-nous là-dessus. Donc en fait, on arrive à adapter au sein d'un playbook structuré, global pour tous les cabinets, des différences pour aider chaque cabinet le plus concrètement possible. Le but, c'est qu'ils aient de la valeur et qu'ils soient contents d'être avec un acteur qui leur aide à passer du temps sur ce qu'ils n'ont pas le temps de faire, tout simplement. Ok. Bon, écoute, magnifique, franchement. J'ai encore plein de questions, mais là, je viens de jeter un œil au timing et je me dis, non, là, je peux pas te relancer, je peux pas te remettre une pièce, mais tu reviendras. Voilà, de rendez-vous dans 1 an. Tu seras dans les rendez-vous. Non, mais tu vois, je trouve que c'est intéressant de vous suivre aussi bien que les éditeurs qui lèvent et qui développent des produits. Mais à mine de rien, les plateformes, vous redessinez quand même. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ce retour, même si moi, je veux rester indépendant. Du coup, je comprends qu'il me faut une stratégie, il me faut un plan. Ouais, exactement. Donc c'est super si intéressant. Si c'est que de la posture, ça vaut pas. Il faut se réunir et parler des sujets qui fâchent entre associés. Voilà. Et après, on avance. Et peu importe le plan, il faut être actif. Je pense que c'est surtout ça le mot de la fin. C'est une période où il faut être actif. Je te laisse le mot de la fin. Je mets ton LinkedIn en description si on veut te rencontrer. Et puis voilà, moi en tout cas, je me suis régalé. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci comme encore. Il faisait chaud, la clim, on a coupé la clim pour enregistrer, mais en tout cas, j'étais vraiment très heureux. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si vous êtes toujours avec nous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez 5 étoiles, abonnez-vous, partagez l'épisode, faites plaisir, ça se partage. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.